C'est ça. Le niveau de maturité que l'on atteint dans les commandos, en vrai, il n'est pas très élevé. En fait, il correspond à celui d'un homme responsable. Responsable, ça veut dire, ça vient du latin respondere, ça veut dire répondre de. C'est-à-dire que quand je suis un homme responsable, ça veut dire que je suis un homme qui déjà, pour commencer, est capable de répondre de lui-même. Donc, c'est-à-dire que je suis capable de dire, voilà, telle chose, je ne l'ai pas réussi, c'est ma faute, c'est ma responsabilité à moi. Ça, c'est hyper dur à dire. Hyper dur. Bienvenue dans Défense Zone, le podcast qui traite des questions de défense et de sécurité à travers des entretiens avec des militaires, des membres de forces de l'ordre, des personnalités politiques ou encore des entrepreneurs. Dans ce nouvel épisode, nous partons à la rencontre de Louis Saillon, un membre des commandos marines qui vient de partager ses 10 ans d'expérience comme béret vert dans le livre Chef de guerre. Avec lui, nous allons parler des qualités requises pour devenir membre du club très fermé des forces spéciales. N'oubliez pas de vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée, iTunes, Spotify ou encore YouTube. Et rendez-vous sur notre site internet défense-zone.com pour encore plus de contenu sur l'univers de la défense. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Donc nous sommes avec Louis Saillon, l'auteur du livre Chef de guerre, un livre qui est sorti il y a très peu de temps aux éditions Mareuil Éditions. Est-ce que Louis, vous pouvez vous présenter ? Je m'appelle Louis Saillant, j'ai 34 ans, je suis marié, je suis père de 2 enfants. Je suis militaire dans l'armée française, plus précisément commando marine. Cette spécialité m'a amené à travailler pour les opérations spéciales pendant une dizaine d'années. J'ai eu un cursus un peu particulier parce que je suis rentré initialement dans l'armée de l'air. On y reviendra peut-être. Et ensuite, j'ai fait un transfert d'armée. Donc, je suis ce qu'on appelle un transfuge. J'ai fait 10 ans là, je suis à ma 11e année dans la marine. Et voilà, donc ce qui me fait 14 ans d'armée au total. Pour cet épisode, on a procédé un peu différemment que d'habitude. J'ai proposé aux gens qui nous suivent sur Instagram, donc sur le compte Instagram Défense Zone Mag, j'aurais proposé de poser les questions qu'ils auraient aimé vous poser à vous. Il y a des choses très intéressantes qui sont sorties. Une première question qui est une question effectivement qu'on pourrait se demander quand on est dans le milieu militaire, défense et quand on prend la lumière comme vous, surtout quand on vient d'une profession qui en général prend pas trop la lumière, plutôt dans l'ombre, c'est comment êtes-vous perçu par vos anciens frères d'armes, encore en service ou non ? Alors, j'ai eu essentiellement un seul type de réaction directe. Donc, j'ai eu des messages de soutien, des gars qui étaient plutôt favorables à ma démarche. Maintenant, ça, c'était des réactions directes. Il y en a qui ne sont pas favorables à ce que les commandos marines prennent la lumière, comme je le fais actuellement. Eux ne me le disent pas directement, mais comme voilà, j'ai encore des oreilles dans la boutique, j'entends qu'il y en a à qui ça ne plaît pas. Mais quelque part, c'est le prix de la liberté. Si on veut pouvoir s'exprimer librement, inévitablement, on va avoir des gens à qui ça ne va pas plaire. Et voilà, c'est un prix que je suis prêt à payer. Est-ce qu'il y a une réflexion, et est-ce qu'elle a été longue cette réflexion en amont au moment où vous vous êtes dit je vais écrire un livre? Parce que je pense que écrire un livre déjà c'est un travail conséquent, ça prend beaucoup de temps, on a le temps de réfléchir pendant la rédaction je pense. Mais est-ce qu'avant il y a eu un processus où vous vous êtes dit ok, comment je vais aborder ça, comment ça va se passer quand ça va sortir, ce genre de choses? Moi, je viens d'une boutique euh, où il y a pas mal d'adages qui nous, qui nous donnent des cadres de travail. Un des adages, c'est que 70% de la mission, c'est de la préparation. Moi, j'ai été formaté dans cette vision-là. Donc, du coup, dans tout ce que je fais, j'accorde énormément de préparation en amont, que ce soit dans ma vie professionnelle ou dans ma vie personnelle. Et là, le livre n'échappe pas à ce raisonnement. Donc, ce que j'ai fait, la façon dont j'ai fait ces démarches-là, c'est quelque chose qui est, qui est étudié, que j'ai étudié de bout en bout, euh, pour parer à toutes les éventualités, même si on n'est jamais à l'abri de surprises, mais en tout cas de pouvoir parer aux éventualités les plus évidentes, on va dire. Globalement, le livre a fait quand même a eu une très bonne presse. On vous a vu sur différents plateaux de télé, radio, etc. Ça s'est quand même plutôt bien passé.
Euh, Comment vous expliquez cet accueil positif? Eh ben, j'étais le premier surpris. J'étais le premier surpris parce que moi, je m'attendais, j'étais très vigilant par rapport à ce que les gens voudraient bien dire du livre. Après, je peux pas faire grand-chose sur ce que les gens vont en dire, mais en tout cas, j'étais préparé à subir les foudres des journalistes, de certains journalistes. Et en fait, j'étais très surpris parce que ça n'a quasiment pas été le cas. Euh, j'ai eu un accueil qui était hyper chaleureux de la part des différentes rédactions où j'ai pu me rendre. Et je vous avoue que j'ai pas complètement compris encore la raison pour laquelle le livre a plutôt été bien accueilli. Je pense, je pense que j'apporte dans le livre, c'est le petit bout d'analyse que je peux vous partager, c'est que je pense que j'apporte dans le livre une vision qui n'est pas forcément, qui ne rentre pas dans les clichés qu'on peut avoir des gens des forces spéciales et plus généralement des militaires. Euh, j'ai une vision qui est particulière, je pense, du combat, de la guerre, que partagent quasiment tous mes pairs, sauf que c'est pas quelque chose qui ressort de nos unités parce on est des taiseux. C'est-à-dire que c'est des boulots où on est très épanoui, on travaille beaucoup et on n'a pas l'envie ni le loisir, généralement, de communiquer ça aux extérieurs. Ce qui fait qu'en fait, là, on n'a qu'une vitrine qui est finalement assez maigre sur laquelle s'appuient les gens pour construire leur image de nos unités et de ce qu'on pense dans nos unités. Et c'est là où le bas blesse, puisque, comme souvent, le cliché ne correspond pas forcément à la vie réelle. Hmm. Et c'est vrai qu'on aurait pu se dire, encore un livre sur les FS ou un témoignage de militaires. Il y a eu beaucoup d'émissions de télé aussi sur, mine de rien, sur les commandos marines. C'est un univers qui est assez connu au final. Euh, Qu'a été la réaction de l'institution, de ministère des Armées, de l'état-major des armées? Elle a été. Alors, en propos liminaire, ce qui est important de noter, c'est que moi, je suis un fervent patriote. J'aime beaucoup mon métier. J'ai énormément d'affection pour mes camarades. Donc, le livre n'était pas un brûlot sur l'armée. Donc, ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que j'ai pris énormément de précautions pour protéger mes camarades, protéger l'institution en écrivant ce livre. Même si j'ai pris la liberté de faire en sorte que ce ne soit pas un livre qui soit cautionné par l'armée. Donc ce livre n'est pas du tout cautionné par l'armée. Donc moi, j'ai eu une démarche auprès de mes chefs. Donc je leur ai communiqué mon intention de sortir un livre. Je leur ai offert en relecture avant sa sortie. Et on a eu un dialogue franc, euh, mais d'homme à homme, du contenu. Voilà, je pense que les deux parties ont été à l'écoute et dans l'ensemble, ils ont été très bienveillants. Même si, je répète, c'est un livre qui n'est pas cautionné par l'armée, à aucun moment. C'est-à-dire qu'ils ont eu quand même quelques réticences à voir sortir le livre? On va dire qu'il y a eu, c'était un dialogue franc. Ça ne veut pas dire que c'était un dialogue où on était tous d'accord, mais au moins, on a eu l'honnêteté de se le dire et ils étaient prévenus. Ils étaient prévenus puisque en France, la sortie de livres par des militaires, c'est quelque chose qui est parfaitement réglementé. Ouais. Il y a un code, il y a un code militaire qui définit un ensemble de lois par rapport à ça. Et quand on rentre dans le cadre, bah, il n'y a pas de, il y a pas de questions à se poser. Voilà. Et il se trouve que bon, bah, je connais la réglementation et que je sais jusqu'où je peux aller. Mhm. On a eu dans un précédent épisode, on a reçu un autre auteur qui était aussi un agent de l'institution, pour le coup de la DGSE, Beryl 614, alias Olivier Mass, qui nous expliquait que à son niveau, c'est pareil, il y a eu des discussions assez franches et le bouquin n'était pas cautionné par la DGSE. Euh, il n'empêche qu'au final, c'est un peu une aubaine pour une institution comme l'armée, comme les armées, de voir quelqu'un qui fait aussi la promotion de son travail, qui est passionné par son travail. Ça se voit tout de suite dans votre livre, que vous êtes un grand passionné. Et du coup, quelque part, vous êtes aussi un vecteur de potentiel recrutement
ou en tout cas d'explication de comment ça fonctionne pour pourquoi pas améliorer le recrutement et être un premier filtre après celui des CIRFA peut-être qui va apporter de la réalité, de la crédibilité au métier et qui va permettre de faciliter le travail des formateurs sur place. Est-ce que ça, vous en avez conscience? Est-ce que c'est quelque chose que vous êtes... est-ce qu'il y a une interrogation, une réflexion par rapport à ça? Bien sûr, il y a une réflexion, hein, ça fait partie des facteurs. Plus généralement, dans ce genre de processus décisionnel, il y a toujours une balance. On a toujours notre esprit critique oscille entre un gain important et un risque trop grand. Donc, la plupart des décisions qu'on a sont comme celle-là. Et lorsqu'on fait la promotion d'un livre ou d'un film, ou on fait de la communication, pour notre cas, pour les armées, l'armée doit systématiquement peser le pour et le contre. Se dire quels avantages est-ce que j'ai à dévoiler certains pans du métier, quels sont les risques que j'encours déontologiquement, quels sont les risques que j'encours stratégiquement. Est-ce qu'il est par exemple, pour le film Le Chant du Loup, qui est un film qui a été monté en partenariat avec l'armée choisit de montrer l'intérieur d'un sous-marin nucléaire d'attaque, mais module ce risque-là en veillant à ce que certaines parties du sous-marin à l'intérieur ne soient pas montrées, en veillant à ce que les parties sensibles ne puissent pas servir des intentions néfastes envers les intérêts français. Donc là, c'est quelque chose qui est... Et puis ça va assez loin, hein, c'est-à-dire que parfois c'est de l'ordre du détail, dans les procédures, dans les équipements, etc. Donc ça, l'armée a cette réflexion-là. Sauf que dans le cas de mon livre, le fait que je le sorte, ça veut dire qu'en fait, l'armée sous-traite. Si elle devait cautionner ce livre, elle sous-traiterait ce raisonnement à une seule personne et c'est assez risqué. C'est la raison pour laquelle elle ne cautionne pas ce livre, parce que si elle cautionnait, peut-être qu'elle n'aurait pas eu le même raisonnement que moi. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des choses qu'elle aurait enlevées du livre, enfin, en tout cas, il y a des choses qu'elle aurait enlevées du livre, c'est sûr, parce qu'ils me l'ont dit, parce que pour eux, il n'y a pas forcément d'intérêt et ça représente un risque. Un risque qui est plus ou moins mesuré, mais que moi, finalement, j'ai pris à mon niveau. Et pour l'instant, et je suis même absolument certain de ce que je fais. Je suis tout à fait tranquille, j'ai la conscience tout à fait tranquille, puisque je sais, j'ai étudié en long, en large, en travers tous les risques que je prenais, et je considère que ce que je mets dans le livre est diffusable. D'accord. Donc c'est une réflexion que j'ai eue, hein, qui m'a pris un petit peu de temps. Et pour ne rien vous cacher, j'ai fait plusieurs relectures à certains camarades du métier, donc du coup, ce qui me permet d'avoir une autre vision que la mienne. Et certains camarades, pour le coup, m'ont suggéré certaines choses qui, moi, me paraissaient normales, mais qui, aux yeux du public, pouvaient paraître un peu choquantes. Donc, on a certains détails qui n'ont aucune importance dans le récit, mais qui auraient pu représenter, disons, ouais, quelque chose d'un peu délicat, ont été retirés du récit, mais sans que ça modifie sa valeur. Oui, par exemple, une procédure particulière que vous avez dans votre façon de travailler qui pourrait indiquer quelque chose à l'ennemi, peut-être? Non, non, c'est pas dans les procédures, parce que les procédures, j'étais assez... Enfin, j'ai bien veillé à les survoler pour ne pas donner le détail. En revanche, certains équipements, voilà, je ne donne pas le détail de certains équipements, de certaines façons de faire ou de certains événements qui ont eu lieu, et que je préfère garder sous silence afin de ne pas compromettre mes camarades qui sont encore sur le terrain, encore en opération. Ce qui est super intéressant dans votre livre, c'est qu'on sent vraiment le témoignage, on sent vraiment le vécu. On, on peut s'identifier à vous aussi quand on connaît un peu le terrain, quand on connaît l'esprit, enfin, on sait comment ça se passe au sein des armées. Et en même temps, il y a une double lecture parce que vous êtes aussi beaucoup dans la vulgarisation, vous expliquez des termes qui sont vraiment tout à fait naturels pour un militaire, même quelqu'un qui a fait un contrat de 3 ans, 5 ans, qui s'est engagé, comprend ça, mais on sent que vous avez envie de vulgariser vraiment pour vous trouver des métaphores, vous expliquer des termes pour le grand public. Est-ce que ça, c'était un objectif aussi de vouloir s'adresser à qui vous adressiez quand vous avez écrit ce livre? Euh, Quand j'ai écrit ce livre, je m'adresse à un garçon de 15 ans. C'était mon objectif. Qu'un garçon de 15 ans puisse le lire. Alors maintenant, c'est peut-être pas au goût de n'importe de tous les garçons de 15 ans. Néanmoins, si un garçon de 15 ans voulait lire ce livre, je voulais qu'il lui soit que le livre soit attirant à ses yeux et qu'il soit lisible.
C'est la raison pour laquelle il y a de l'imagerie dans le livre. C'est la raison pour laquelle le récit n'est pas trop lourd. J'ai veillé à le rendre relativement léger et effectivement à vulgariser, à beaucoup vulgariser. La vulgarisation, pour moi, c'est un exercice qui est extrêmement difficile. Je pense que c'est un des plus difficiles qui soit parce que ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Il y a cet adage qu'on dit souvent, mais qui est très vrai, mais qui est difficile à mettre en œuvre. C'est-à-dire dire les choses simplement, il faut être extrêmement précis, concis, et c'est beaucoup plus facile de parler d'acronymes sans les expliquer ou de donner une explication très longue qui finira par être confuse, plutôt que d'essayer de choisir une explication claire de quelques mots. Ça fait partie du métier d'ailleurs, hein, de savoir expliquer les choses, de simplifier les situations afin que tout le monde comprenne. Quand on transfère les ordres, c'est exactement ça, hein. Une histoire de téléphone arabe. Vous regardez un téléphone arabe, vous faites le jeu du téléphone arabe, vous commencez avec une phrase complexe, vous êtes sûr d'avoir une phrase complètement déformée à la fin. Tandis que si vous faites un téléphone arabe avec 2 mots, vous êtes quasiment certain de retrouver les 2 mots à la fin. Ça, c'est un conseil d'un ancien que j'avais eu en tactique. Il m'avait expliqué que ce qui était simple sur le papier était compliqué à mettre en œuvre sur le terrain. Des trucs élémentaires, hein. C'est quelque chose que j'ai pu parfaitement vérifier. Et il me disait ce qui est compliqué sur le papier est impossible à mettre en œuvre sur le terrain. Je l'ai vérifié toute ma carrière. Du coup, c'est la raison pour laquelle aussi j'ai un goût pour la simplicité, parce que ça fait partie pour moi d'une forme d'efficacité, une forme de pureté de l'opération. Plus l'opération est simple et limpide, plus tous les gens qui sont concernés par l'opération vont la comprendre, et moins on aura d'anicroche au cours de l'opération de canon conforme. Parce que même sur des trucs hyper simples, on a parfois des trucs incroyables. C'est systématique. Donc, moins on en a, mieux on se porte. Et ça se sent même dans l'enchaînement des chapitres, où il y a des chapitres assez courts. C'est très simple à lire comme livre, c'est très facile, c'est assez rapide même. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que vous allez droit au but, on sent l'évolution. Il y a pas mal de questions qui ont été posées. Alors, il y a notamment une question, il y a un certain Mike Echo qui demande ce que vous pensez de Mike Echo. Alors, Mike Echo est passé dans le podcast dernièrement, donc c'est assez marrant le clin d'œil. Alors, je suis désolé, je connais ce nom. Je crois que c'est un compte. C'est un compte Instagram, c'est ça, non? Ouais, c'est un compte, c'est un ancien militaire, alors, tout jeune ancien militaire, on va dire, qui vient de quitter l'armée il n'y a pas longtemps, qui a une page Facebook et une communauté sur Instagram assez importante mais c'est des publications satiriques avec des mèmes, des nurchis, etc. Ouais, c'est ça, ouais. On Ouais, lui je passe le vois. Mais bonjour. après, je connais pas très bien. Je suis désolé. Je vois qu'il est satirique et je vais être tout à fait franc. Je regarde pas souvent, même si je vois ces plaisanteries passer sur les groupes militaires, voilà. Néanmoins, je trouve qu'il a une vision qui est intéressante parce que même si ça peut être très vulgaire, très potache, j'ai la sensation qu'il y a toujours un fond de vérité. Même si c'est sur un lit d'ironie, on sent qu'au fond, il y a l'espèce de simplicité du vieux caporal qui vous explique les choses, peut-être vulgairement, mais il va droit au but. Et il a ce bon sens paysan qui échappe parfois aux gens qui passent trop de temps dans les bureaux, comme ça peut nous arriver. Et du coup, c'est une espèce de rappel à la vérité, rappel à la simplicité. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est assez précieux, d'avoir des gens comme ça qui sont capables de s'exprimer de manière à se faire comprendre par tous pour énoncer une idée très claire. C'est un très bon rappel à la réalité, surtout lorsqu'on est empêtré dans des ordres, dans de la paperasse, de l'administratif, etc. Ça nous ramène un peu au cœur des réalités. Ça, j'aime beaucoup. C'est ce que je retrouve un peu dans ces messages. Bah, on lui passe le bonjour et ça lui fera plaisir, je pense, d'entendre ça. Et c'est vrai qu'il y a une question de communication qui est importante au sein des armées à tous les niveaux parce que un officier va pas parler de la même façon va pas s'exprimer de la même façon qu'un sous-officier ou un engagé volontaire, un militaire du rang, qui, effectivement, quand on parle à une communauté, même quand on s'adresse au grand public, on n'utilise pas les mêmes termes, on n'utilise pas les mêmes on n'a pas les mêmes façons de s'exprimer. Et c'est vrai que derrière, surtout dans votre métier, enfin votre ancien métier, où la communication, c'est quand même la clé
du succès ou de l'échec d'une mission, je suppose. Dans, euh, dans les armées romaines, j'ai regardé ça récemment, le processus de recrutement dans les armées romaines. Les... Donc, il y avait tout un ensemble de critères qui étaient pris en compte pour orienter les recrues, tout comme on le fait aujourd'hui dans nos armées. C'est-à-dire que si vous n'avez pas une très bonne vue, piloter des avions, ça va être compliqué. Si vous n'êtes pas très physique, rentrer à la Légion, ça va être compliqué. Et voilà, donc plein de critères comme ça. Et un des critères qu'ils avaient sur la fin du règne, c'était la capacité à lire. Et lorsqu'un soldat avait la capacité, une recrue avait la capacité à lire, donc là on parle moins 100 avant Jésus-Christ, euh, en fait la recrue était quasi systématiquement propulsée en tant qu'officier. Et ça m'a un peu interrogé, je me suis dit tiens, c'est intéressant d'avoir cette réaction-là. Donc là on parle quand même d'une armée qui a 300 ans d'existence, il serait peut-être un peu dommage de ne pas prendre en compte ce critère qu'ils ont fini par mettre en place. Et en fait, ça a nourri ma réflexion. Je me suis dit, mais pourquoi nous, on parle de leadership, on parle de charisme, on parle de capacité à commander, machin, etc. Eux, ils se disaient, OK, il sait lire, c'est bon, il part comme officier. Et en fait, la capacité à lire, tout comme la capacité à s'exprimer, comme on en parlait tout à l'heure, en fait, c'est un truc qui est fondamental si on veut transmettre notre réalité à quelqu'un d'autre. Ma réalité, elle a une couleur, elle a presque une vie autonome. C'est-à-dire que moi, je vois les choses d'une certaine manière, j'ai une tendance, j'ai une personnalité, plein de choses qui vont marquer ma réalité. Lorsque je vais comprendre quelque chose, je vais être le seul à le comprendre de cette manière-là. Les autres le comprendront chacun à leur manière. Et donc, pour unifier toutes ces visions, il faut avoir la capacité de mettre en verbe, de mettre en parole l'idée maîtresse d'une manœuvre quand il s'agit, par exemple, d'expliquer une opération. Et ça, c'est une faculté qui est extrêmement précieuse. La capacité de s'adresser à quelqu'un tout en se faisant comprendre, ce qui arrive très rarement. Généralement, on dit que dans les briefs, il n'y a que les gens retiennent 3 idées dans les briefs. Donc, bon, les briefings qui font 50 pages, on comprend l'esprit un petit peu, mais on retiendra qu'aux 3 éléments factuels. Donc, du coup, ça montre bien que déjà nos capacités à émettre, à traduire notre monde, elles sont limitées. Les capacités à les entendre sont encore plus limitées. Donc, il faut un degré de capacité orale écrite très important, ne serait-ce que pour passer les maigres informations qu'on a à passer. Parce que même celle-là, si on a le malheur de mal s'exprimer, il n'y a qu'un tiers du groupe qui va comprendre, la mission elle est terminée. Si tout le groupe n'a pas compris, c'est terminé. Et quand vous disiez, quand on entend quelque chose, on le comprend d'une certaine façon, avec aussi tout le bagage qu'on a, toute notre sensibilité qu'on a à ce moment-là. Et effectivement, la personne en face, si elle prend pas assez conscience de ça, ou si elle connaît pas bien les personnes à qui elle s'adresse, si elle s'adresse de la mauvaise façon, ça marchera encore moins bien. Et je recolle par rapport à ce que vous racontez dans le livre, le fait que vous évoluez en petites équipes, déployées comme ça en OPEX pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, dans des conditions parfois très spartiates, hein, vous en parlez très bien dans le livre, dans des conditions compliquées, parce qu'il y a ce risque, il y a beaucoup de risques dans ce que vous faites, ce qui est normal par définition. Mais je pense que ça rapproche aussi, que vous apprenez sur les autres, sur vous aussi, mais sur les autres. Est-ce que ça vient en ligne de compte dans votre façon de communiquer aussi? Lorsque je communique, l'idée, c'est toujours de m'adapter euh, à la personne en face. Je ne m'adapte pas parce que je l'aime bien, je ne m'adapte pas parce que j'ai envie d'être sympa avec elle. Je m'adapte à elle pour qu'elle comprenne le plus possible ce que je dis. C'est pour ça qu'à la fin des briefings, il y a toujours le truc question. En fait, le vrai truc, la vraie phrase, à la place de question, ce qu'on pourrait mettre, c'est est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? Et encore mieux, c'est de dire redites-moi ce que vous avez compris. Et vous verrez que la plupart du temps, quand on fait l'exercice, pour les briefings simples, vous dites OK, voilà, on va partir du point A, on va arriver au point B. Vous avez compris? Oui. OK, redites-moi ce que je vous ai expliqué. Et là, c'est hyper intéressant parce que du coup, on voit tout de suite que dès que ça devient un peu complexe, tous les détails sont à côté de la plaque. Donc,
Et notre capacité est tellement limitée qu'elle impacte nos opérations. C'est-à-dire que si l'opération est trop complexe, une belle opération qui normalement devrait pouvoir surprendre l'ennemi, le prendre de court et on devrait pouvoir en choper plein, eh ben, on va la restreindre parce qu'on va considérer que même si elle est parfaite sur le papier, que là, normalement, l'ennemi, il n'a aucune chance, en fait, elle est tellement difficile à transmettre à tous les échelons de l'opération qu'en fait, on va la simplifier. Ne serait-ce que pour pouvoir la transmettre correctement, c'est dire à quel point on communique mal et à quel point on est handicapé dans la communication. Et donc, dès qu'il y en a un qui a un handicap un peu plus faible que les autres, c'est hyper précieux et c'est là où il faut capitaliser parce que lui, il a la capacité de faire comprendre les choses aux gens. J'ai une anecdote comme ça que j'avais entendue une fois. Alors, j'ai plus aucun élément, je ne sais plus où je l'ai lu. C'était sur une plateforme pétrolière, une relève de quart. Donc, il y a une équipe, donc c'est une plateforme qui tourne en permanence. Donc, il y a une équipe qui relève une autre et il y a un cahier de relève. Et donc, dans le cahier, on note tout ce qui s'est passé pendant mon quart et tout ce qui attend le prochain quart. Donc, par exemple, là, en l'occurrence, il s'agissait de changer un joint. Donc, il y avait un joint d'une pièce quelconque qu'il fallait changer. Sauf que le mec qui a quitté son quart, au lieu d'écrire que l'équipe suivante devait changer le joint, donc il a marqué sur son cahier changer joint, pour leur dire vous devez changer le joint pendant votre quart, parce que nous on n'a pas eu le temps, et donc là il se trouve que c'est l'heure, le joint il est érodé, donc il faut le faire. Et ben, au lieu de marquer changer ER, donc comme dans vous devez changer, ben, il a marqué changer EE accent aigu. Donc il a marqué comme s'il avait changé son joint. Et cette expérience cet événement est connu. Alors, il aurait pu passer à l'as, hein, mais cet événement est connu parce qu'apparemment, il a été la source d'un incendie majeur sur la plateforme parce que le joint n'avait pas été changé, que le joint a pété. Et donc, du coup, quand on a remonté tout le truc, on a découvert qu'en fait, c'est à la passation de quart, le mec, il a oublié de changer une lettre, ou tout du moins, il a mis une lettre en moins, et ce qui a fait qu'en fait, l'équipe suivante n'a pas du tout compris ce que lui voulait dire. Et donc, ça a mis en porte-à-faux toute l'opération finalement. Et donc, ça, c'est typiquement le genre de truc qui arrive. On le voit avec l'utilisation de la radio chez nous. Alors, l'utilisation de la radio, c'est l'enfer. L'enfer. L'enfer à tel point que dans le groupe, on avait une façon de travailler qui était de dire, si tout va bien, personne ne parle à la radio. Alors que ce qu'on apprend normalement quand on rentre dans l'armée, c'est que le premier devoir du militaire, c'est de rendre compte. Donc, dès que je vois un truc, je fais un truc, je rends compte, ok, j'ai fait ça, j'ai vu ça, machin. Donc ça, c'est le truc élémentaire. Et nous, quand on arrive chez nous, on les apprend ça. C'est-à-dire qu'on dit, maintenant, tu arrêtes de parler à la radio, parce qu'il va y avoir tout le monde, comme on essaie d'être assez souple sur le terrain, souvent, tout le monde est sur la même radio, sur la même fréquence. Donc les hélicos, les drones, le véhicule, les opérateurs, le chef au-dessus, enfin bref. Du coup, ça devient vite l'enfer. Et donc, on a une radio vers 3 parfois radio qui nous parlent en même temps. Et donc, faut compartimenter le cerveau pour être capable d'entendre qui parle. Et du coup, nous, la règle d'or, c'était pas de problème, pas de radio. Donc, on testait nos radios au début. OK, une fois qu'elles étaient testées, on arrêtait de parler. S'il y avait un check à faire de temps en temps, on fait un petit check. Et sinon, le mec qui faisait son truc, si à un moment, il devait, je sais pas moi, aller prendre un véhicule et le ramener, s'il part chercher son véhicule et le ramener et qu'il dit rien, c'est que le véhicule il est là, c'est bon. Donc on n'a pas besoin de parler sur la fréquence. Et donc on parle que s'il y a un problème. C'était notre façon de faire. Donc finalement c'était un truc un peu à la négative de d'habitude, parce que d'habitude on parle, on rend compte de tout et de rien. Et puis dès que ça commence à partir de travers, là tout le monde parle à la radio et plus personne ne comprend rien. Alors que là du coup ça crée le phénomène inverse. Quand tout allait bien, personne ne parlait, donc il n'y avait rien à savoir. Alors, c'est assez difficile à faire, hein, mais ça se fait. Lorsqu'il y avait un problème, il y avait le mec en question, ou les deux mecs en question qui avaient un problème, qui rendaient compte de ce qui se passait. Mais ça demande pour ça d'avoir des mecs à tout niveau dans la hiérarchie qui soient hyper autonomes. C'est-à-dire des mecs qui gèrent leur situation, c'est des grands garçons, et c'est ce qu'on a dans les forces spéciales, c'est l'avantage, c'est que les mecs ont une certaine maturité dans le métier qui fait qu'en fait, ils n'ont pas besoin de rendre compte de tout, de machin. Il y a plein de situations qu'ils peuvent gérer à leur niveau. Même le plus petit opérateur, il peut faire plein de trucs à son niveau. Il ne rend pas compte. Par exemple, je me rappelle d'une opération où on enlève un mec chez lui de nuit.
C'est une des opérations que je raconte dans le livre. Et, il y a un opérateur qui se met en appui, comme on avait briefé le truc, il se met en appui sur une rue adjacente du bâtiment qu'on devait aborder. Et donc, il est tout seul sur la rue. Et en fait, il y a deux mecs qui arrivent vers lui pendant l'opération. Donc, l'opération était très courte. Mais pendant ce temps-là, il y a deux mecs qui viennent vers lui, deux hommes adultes en âge de combattre, et il les tient en respect. Lui, à son niveau, voilà, à coup de différentes procédures, il les tient en respect, coup de laser un petit peu sur la poitrine pour montrer qu'il est là et que les gars, ils doivent pas bouger. Il leur donne 3 indications. Je sais même pas ce qu'il a fait, en fait. Je sais juste le coup du laser parce qu'il m'a raconté, mais le reste, je sais même pas ce qu'il a fait. Pourquoi? Parce qu'il ne m'a même pas rendu compte. Je n'ai même pas su qu'il y avait deux mecs dans la rue adjacente qui se sont rapprochés, mais qu'il a réussi à tenir en respect pendant toute la durée de l'opération. Et quand on s'est exfiltré, il a décroché avec le reste de l'équipe. On est parti. Ces deux mecs, je ne sais même pas ce qu'ils sont devenus. J'en sais rien. De toute façon, ça m'est égal, parce que nous, on a emporté notre cible. Donc, nous, on avait gagné. Mais ça, il me l'a raconté bien plus tard, quand on débriefait, machin. Et donc, je ne l'ai jamais su. À la radio, c'est jamais passé. Parce que lui était en confiance, c'était à son niveau, il avait deux mecs. Bon, il avait les équipements qu'il fallait pour voir dans la nuit, pour gérer la situation. C'était à son niveau, pas de problème. Ça peut pas être dangereux, ce genre de situation, parce qu'il y a peut-être des éléments qui pourraient sembler anodins, et du coup on se dit c'est bon, tout se passe bien, mais au final, peut-être que rendre compte, ça aurait été... c'est peut-être pour ça que les gens rendent compte en général, c'est parce que c'est bien d'avoir des informations qui remontent aussi et qui peuvent, avec un peu plus de recul, être importantes. Bah, l'avantage d'avoir ces mecs hyper matures, c'est qu'en fait, ils ont déjà cette réflexion. Ils savent, quand on briefe pas qu'entre chefs, et ensuite, chaque opérateur a son corridor, a son silo de travail, et il ne sait pas ce que font les autres. Chaque opérateur sait exactement ce que fait tous les autres opérateurs. Chaque opérateur, on peut le prendre à n'importe quel moment de la mission. C'est pour ça qu'on fait des maquettes, parfois grandeur nature, etc. Il sait qu'il y a un tireur d'élite là. Il sait qu'on a un ou deux drones au-dessus de la tête. Il sait que les véhicules sont garés à telle distance, à tel endroit. Il sait tout, en fait. Donc, il n'y a pas besoin, comment dire, qu'il me rende compte de trucs qu'il sait très bien vont avoir une incidence faible, voire nulle. S'il a un doute, il rendra compte. Mais s'il n'a pas de doute, et si la situation elle est gérée à son niveau, le mec, c'est un grand garçon. Hein. Surtout dans des situations complexes et denses comme on peut trouver en ville, où il peut y avoir plein d'événements. Si les mecs ne gèrent pas un peu chacun à son niveau, le chef, ça t'explose rapidement. Ça c'est propre aux forces spéciales, c'est pas quelque chose qu'on retrouve ailleurs. Non, c'est propre aux forces spéciales. C'est des mecs qui sont hyper autonomes, qui savent ce qu'ils font, qui ont généralement pas mal d'expérience ou qui sont très entraînés. Et puis il y a ce deuxième filtre. Hein. On a des mecs qui sont filtrés, refiltrés. Donc on finit par avoir des mecs qui sont des gens très matures. On a une certaine forme de maturité qui est très intéressante pour les opérations parce que du coup, ça libère énormément de cases pour le chef, en fait. Le chef, il n'a pas à leur dire voilà, vous prenez tel carrefour, un tel, tu vas aller là, un tel, tu vas aller là, machin. Eux, ils savent déjà, en fait. On l'a fait tellement de milliers de fois, ils le savent déjà. Donc, j'ai juste à dire on prend le carrefour, les mecs, ils s'articulent, ils savent. Le carrefour, en 5 minutes, il est pris. Moi, j'interviens que s'il y a un souci. Typiquement, voilà, s'ils sont pris à partie, s'il y a un truc louche sur le parcours, bon, là, on va voir. Peut-être qu'on va faire venir le démineur, on verra. Mais s'il n'y a rien de spécial, ils ne vont pas m'informer. Enfin, ils vont gérer à leur niveau. Il y a pas mal de questions qui ont été posées sur notre compte Instagram sur comment, justement, comment on devient commando et comment on fait pour devenir aussi un bon leader, une bonne force spéciale. Je pense que tout ça, c'est un peu lié. Et je rajouterais à cette question, comment on fait quand on vient d'un univers qui est déjà très formaté, typiquement quelqu'un qui a une compagnie de combat d'un régiment d'infanterie où on lui a donné un cadre très précis, où justement il ne va pas forcément être amené à faire preuve d'initiative outre mesure. Comment ça se passe? Pour répondre à la question du bon opérateur, les forces spéciales, je pense que leur trait principal, c'est une grande maturité et un professionnalisme incroyable. Un degré de professionnalisme qu'on a du mal à imaginer, je pense. C'est des gens qui sont capables de lire les manuels, d'apprendre par cœur les manuels d'emploi s'il le faut. Enfin, d'y passer des nuits, de tester en toutes les conditions matérielles.
pour offrir le maximum de chances de garantie de la réussite de l'opération, chacun à son niveau, chacun en amenant sa petite brique. Euh, Maintenant, le bon leader, alors c'est compliqué parce que dans les opérations spéciales, comme on a une grande maturité, on a une grande autonomie. Quand on a une grande autonomie, on a moins besoin du chef dans la gestion. Mais les opérations font qu'on a des opérations qui sont plus complexes aussi, qui sont plus complexes, plus denses, euh, plus volatiles, où on va enchaîner les, les, les compartiments de terrain très vite, par exemple, alors qu'une compagnie de combat, par exemple, elle mettra un petit peu plus de temps à sécuriser, à bloquer, à figer avant de repartir sur un autre objectif. Nous, on pourra survoler un objectif sans forcément tout sécuriser pour passer au suivant. Juste dans une notion de vitesse pour nous donner des bonnes garanties de sécurité. Donc, du coup, le chef, finalement, il a vraiment une vision très tactique, parce que du coup, il va orienter la machine, qui est une machine qui marche bien toute seule déjà. Donc, il sera moins dans le caporalisme, c'est-à-dire aller chercher tel mec, à lui dire attention, nanana, nanana, mais dans une manœuvre plus globale. Mais il faut qu'il réfléchisse plus vite aussi. C'est-à-dire qu'il a beaucoup plus d'autonomie. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'il doit mettre en œuvre. Après, je pense que dans les forces spéciales, la spécificité, c'est que comme les gars sont tous très matures et autonomes, on attend du chef qu'il soit très mature et autonome. Donc, on a tendance à dire que, pour grossir un petit peu le trait, dans les armées conventionnelles, le chef travaille beaucoup sur ses hommes. C'est-à-dire qu'il est très présent pour ses hommes dans leur vie professionnelle, leur vie personnelle aussi, bien sûr. Et du coup, il va surtout faire un travail sur les autres. Alors que chez les forces spéciales, bon, je grossis le trait, hein, c'est pas exactement ça à chaque fois, mais globalement, il va surtout faire un travail sur lui-même pour être à niveau de ses opérateurs dans leur degré de professionnalisme et d'autonomie. Même si, voilà, il va forcément passer du temps avec eux et il y aura forcément de l'affection pour ses hommes, tout comme dans un régiment, dans un groupe de combat normal. Mais voilà, les grands traits, si je dois résumer, c'est que dans l'armée conventionnelle, on va surtout travailler sur les autres. Dans les forces spéciales, on va surtout travailler sur soi pour être un bon chef, à mes yeux. Et enfin, la dernière question. Sur la question du formatage, en fait, en quelque sorte, et du déformatage qu'il pourrait y avoir. Ouais. Alors, le formatage, je pense qu'il vient assez vite. C'est un peu choquant au début, parce qu'on passe par exemple, les séances de tir. Dans l'armée, c'est très réglementé. Il y a la capitale de tir, le directeur de tir, le nombre de munitions, les étuis qu'on ramasse après. Enfin, tout ça est très réglementé. Dans les forces spéciales, typiquement, c'est beaucoup plus souple. Les gens sont autonomes, donc ils se promènent avec leurs flingues, ils gèrent leurs munitions, on donne les grandes lignes, il y a un mec qui va gérer la séance. Voilà, donc ça se fait assez naturellement et c'est beaucoup plus souple. Et donc dès qu'on est confronté à ça, en fait, on se rend compte déjà qu'on a moins d'ordre à donner, que les choses sont faites naturellement. Donc déjà, on est moins sur le dos des gens en train de dire est-ce que tu as bien vérifié le nombre de munitions qu'on a tirées, est-ce que ceci, est-ce que cela, machin. Les mecs le font plus facilement, plus naturellement. Donc, du coup, naturellement, on trouve un positionnement qui est un peu différent, mais ça se fait beaucoup plus facilement, je pense, dans ce sens-là. Si, bien sûr, on est soi-même bien autonome, si on est crédible déjà dans sa fonction, c'est-à-dire que si j'arrive, on me donne un nouveau flingue et que première séance de tir, j'arrive pas à m'en servir, je sais pas m'en servir, j'arrive pas à allumer mon optique, je sais pas comment faire, bah déjà, ça va matcher parce que les mecs, eux, ils vont faire ça toute la nuit s'il le faut, en fait. Quand ils perçoivent un nouveau flag, ils vont tester tous les réglages toute la nuit, ils vont chercher à savoir comment ça fonctionne, la bonne position pour la poignée, machin, là, et le lendemain, l'arme, elle est réglée et on n'a pas passé du temps là-dessus. Donc, on passe à autre chose. Pour ça, c'est du micrométrique. Et donc, si le chef, déjà, il est encore sur le micrométrique, il verra jamais le macro, et donc, il sera toujours à la bourre par rapport au groupe, et c'est déjà problématique. Donc, je reviens une fois de plus sur l'idée de l'autonomie et de la maturité. Il faut vraiment avoir ça en tant que chef. Et dès qu'on a ça, en fait, c'est assez fluide et les choses se font instinctivement, assez naturellement. Et donc, je dirais que c'est plus facile d'intégrer un groupe de force spéciale en tant que chef que d'intégrer un groupe de légios, qui sont beaucoup plus carrés, qui ont des fonctionnements beaucoup plus réglementés, durcis,
où là, vraiment, il y a un formatage qui est beaucoup plus brutal, je pense, alors que là, on est beaucoup plus sur la souplesse et la dextérité. C'est un peu comme passer de PC à Mac et c'est plus compliqué de passer de Mac à PC. Exactement. Non, mais c'est une très bonne analogie pour le coup. Non, mais c'est vrai, hein. Il y a beaucoup de trucs qui sont instinctifs dans Mac, qu'on découvre en tripotant, alors que chez Windows, effectivement, bah, il faut aller chercher le raccourci, il faut aller chercher le machin. Voilà, comme ça, Vraiment, ouais. on sera mis à dos la moitié des auditeurs de ce podcast. C'est pas grave, c'est pas grave. J'ai les deux, donc je peux comparer et je connais bien les travers des deux. Dans les questions qui sont revenues, pas mal, des gens qui voulaient vous poser ça, il y a la question du fait d'être patriote. Vous en avez parlé au début de cet entretien. Vous avez dit je suis un patriote. C'est quelque chose qui se sent de la première ligne jusqu'à la dernière. D'ailleurs, je pense que de mémoire, vous finissez comme ça, en parlant de votre fibre patriotique. Aujourd'hui, on en parle beaucoup. Bon, on en a toujours parlé, mais on en parle encore plus. Bon, à 2 pas des élections présidentielles où il y a un peu de récupération politique qui se fait sur certaines tribunes de militaires, etc. On va pas rentrer dans le détail parce que c'est pas un podcast d'actualité et encore moins de polémique sur ça. Néanmoins, j'aimerais beaucoup voilà, connaître un peu votre sentiment par rapport à ça, sur le fait que euh, est-ce qu'autour de vous, dans votre carrière, vous avez croisé que des gens qui étaient vraiment avec cette fibre-là patriotique? Est-ce que quand on quitte l'institution comme vous l'avez fait, est-ce que cette fibre elle peut être mise à mal? Est-ce qu'elle évolue? Comment vous percevez ça? C'est une vaste question. Vaste question. Ce qui est certain, c'est que cette fibre, on la retrouve partout dans l'armée. C'est une des caractéristiques de l'armée d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on est, je dirais, 95%, ouais, 80, ouais, entre 90 et 95% des militaires sont des patriotes. Donc ça veut dire que c'est des gens qui sont capables d'éventuellement engager leur vie, engager la vie de leurs hommes, engager la vie de l'ennemi pour euh, l'intérêt supérieur de la patrie, pour le bon sens, le bien commun, comme le disait Charles de Gaulle. Comment ça se retranscrit dans le civil? Je ne me risquerai pas à cette question-là parce que c'est trop délicat. Moi, je demeure patriote dans le civil, mais je ne perds pas pour autant mon esprit critique. C'est-à-dire que d'une part, je suis devenu patriote par 2 biais. Le premier, c'était un biais affectif, c'est-à-dire que j'ai, plus j'ai grandi, plus j'ai découvert la particularité de notre pays et ça m'a rendu amoureux de ce pays. Et l'autre, c'est un biais plus cognitif. C'est au travers de lectures, à la découverte de l'histoire française, que j'ai découvert l'aspect exceptionnel de ce pays, qui est un pays qui est hors norme pour moi. Et donc ces deux choses-là, je pense que je les perdrai jamais. Maintenant, dire comment ça s'explique, surtout au niveau de la politique partisane, je pense qu'il y a dans la politique partisane énormément de traits qui sont intrinsèques à la démocratie, qui font que il est difficile d'avoir une vision claire de ce que veulent vraiment les gens, de ce que veulent vraiment les acteurs de la politique partisane, les différents partis en fait. Parce que je pense que la politique partisane, c'est comme il y a une notion euh, de séduction d'électorat, mais inévitablement, en fait, il y a qui dit séduction dit mensonge, posture. Bon, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont sensibles à cette question-là aujourd'hui. Et du coup, finalement, la question patriotique n'est-elle pas un simple vol de pudeur afin de se donner une posture morale pour certains? Donc, disons, j'aurais tendance à rester très méfiant. Voilà. Néanmoins, ça ne m'empêche pas de reconnaître les vrais patriotes quand j'en vois, et comme j'en ai fréquenté toute ma vie. Il y a quelque chose que vous disiez qui est un peu en lien à ça, c'est que
en étant force spéciale, vous êtes obligé d'apprendre à comprendre la situation dans sa globalité. Euh, Quand vous partez sur des terrains, alors vous citez pas les terrains dans le livre pour des raisons logiques, hein, de sécurité, etc. On devine quand même que c'est un peu sur le territoire de Barkhane, ou du moins c'est lié un peu à ça. Dans un endroit, donc Barkhane, on a déjà beaucoup parlé dans le podcast, on a même interrogé une chercheuse de l'IRIS, de l'Institut des relations internationales et stratégiques, pour essayer de prendre un peu de hauteur, pour comprendre la situation géopolitique sur place. Euh, je pense que sans devoir devenir des experts de la géopolitique ou des relations internationales, vous avez quand même, en tant que force spéciale, une compréhension du territoire qui est beaucoup plus fine que, que d'autres militaires de l'opération qui sont en compagnie de combat ou en groupe de combat. Encore plus aussi du coup que le citoyen lambda qui observe les actualités à Paris, depuis la France, depuis ailleurs. Euh, le fait de savoir ce que, par définition, beaucoup de gens ne savent pas, d'être dans les arcanes du pouvoir, d'être même aux premières loges, parfois au front de ces arcanes du pouvoir, euh, tout ça, est-ce que ça met pas, est-ce que ça apporte pas du grain à moudre dans justement cette question du patriotisme? À aucun moment vous dites le fait de voir ça, le fait de vivre ça, le fait d'agir aussi comme ça pour l'intérêt supérieur. Il n'y a pas ce questionnement qui se fait. Alors, c'est une question que je vous pose à vous, mais à travers vous que je pose aussi à d'autres personnes que vous avez peut-être rencontrées dans votre unité ou même dans d'autres armées. Parfois, on me demande si j'ai bien conscience euh, des actes que l'on commet à l'étranger. J'utilise ce vocabulaire, c'est un vocabulaire un peu judiciaire qu'on utilise pour des crimes, mais je l'utilise volontairement, puisque beaucoup de gens pensent aujourd'hui que la guerre peut être un crime contre l'humanité, ou tout du moins, on essaie de le prouver. Je pense que c'est vrai. Je pense que certaines guerres peuvent amener à des crimes contre l'humanité. Et du coup, les gens me disent, quid? Comment est-ce qu'on fait pour... ce qui recoupe un peu votre question. Et moi, j'ai tendance à dire que systématiquement, et je vais le faire plusieurs fois dans ma carrière, il faut se reposer sur sa conscience avant de se reposer sur les ordres donnés. En fait, les ordres sont bien maladroits, les ordres qu'on donne. Puisque, d'une part, c'est les ordres humains. Hein. On est tous, malheureusement, on est tous assez mauvais dans ce qu'on fait. Même si certains d'entre nous sont moins mauvais, j'ai tendance à le voir comme ça, euh, on est tous globalement assez mauvais. Et du coup, quand on nous donne des ordres, je pense qu'il faut les exécuter en conscience. Moi, en tout cas, c'est ce qui a guidé chacun de mes choix et je ne l'ai jamais regretté. Maintenant, est-ce que ça veut dire que c'était des ordres, moi, les ordres que j'ai donnés étaient tous légaux? Je n'irai pas jusque-là. Néanmoins, j'ai la conscience tranquille. Et je pense que mes hommes ont la conscience tranquille aussi. Et ça, c'est une nuance qui est très difficile à comprendre aujourd'hui et qui est pour moi à la base de l'incompréhension que peut avoir de beaucoup de conflits. Ce qui ne veut pas dire que les gens ne comprennent pas la subtilité du conflit et donc tous les conflits sont bons. C'est pas ce que je suis en train de dire, bien au contraire. Ce que je suis en train de dire, c'est que je pense que certains conflits, effectivement, on envoie des extrémités. Voilà, sans révéler de secrets, j'ai été au contact de secrets d'État. Euh, Effectivement, moi, ça me fait poser des questions, puisqu'on voit tout le spectre du truc. Hein. Et, et je pense que de dire que le militaire doit se contenter d'obéir est une erreur extrêmement grave. Tout comme je pense que le fait de restreindre la parole des militaires d'une quelconque manière, hein, que ce soit légal ou autre, je pense que c'est relativement dangereux. Puisque ça peut encourager à justement ne pas avoir d'esprit critique, de vision fine sur ce qu'on fait, quel que soit notre niveau, hein, qu'on soit général ou pilote de VAB, y a forcément on doit forcément avoir une réflexion là-dessus. Et c'est ce qui a fait, et c'est ce qui fait toujours l'honneur des armées françaises, selon moi. C'est-à-dire, c'est des décisions de chefs, parfois isolées, parfois à contre-courant, euh, qui disaient non, en fait, ça, je vais pas le faire parce que moi, ça me paraît pas être ce qui est juste.
à cet instant donné. On a pas mal d'anecdotes là-dessus, hein, même dans les armées étrangères, pour pas polémiquer, mais il y a cette anecdote en 42 du général dont j'ai oublié le nom, allemand, qui était gouverneur de Paris et qui devait faire sauter tout Paris lors de la retraite de l'état-major allemand vers Berlin. Bah, ce général allemand a refusé de faire sauter Paris parce que ça lui paraissait pas cohérent en fait. Sa conscience, il y avait une voix au fin fond de sa conscience qui lui disait il y a un truc qui va pas. Et il a finalement fini par écouter cette conscience à contre de certains ordres. Ce que font encore certains militaires aujourd'hui. Hein. Pour ne rien vous cacher, les ordres, c'est pas une pluie de mots qui tombe inextricablement du plafond et qu'on est obligé de réceptionner et qu'on met en œuvre. Ça marche pas comme ça en fait. Il y a une vraie discussion avec la hiérarchie qui, dans les armées françaises, est généralement assez intelligente pour voir le terrain, pour lire le terrain, pour comprendre les hommes, et du coup qui fait qu'il y a une vraie synergie dans l'ensemble. Et donc ça met aussi en œuvre donc, cet esprit critique qui est absolument nécessaire pour pouvoir conduire des conflits qui soient efficaces. Et par efficace, j'entends pas forcément à coup de napalm, euh, mais des conflits où déjà on a une vraie vision, c'est vraiment où on va, pour que du général jusqu'au caporal, il y ait une unicité et une cohérence dans la mission. Je ne sais pas si c'est très clair ce que j'ai dit. C'est très clair. J'imagine qu'il y a aussi une incidence sur son bien-être moral aussi en tant que militaire, d'être en accord avec tout ça, et du coup ça va vous permettre d'être aussi plus efficace une fois sur le terrain, quand vous savez pourquoi vous faites les choses, que c'est en accord avec votre conscience, qu'il n'y a pas de malaise par rapport à ça, même au sein d'un groupe. Et ça m'amène sur une autre question qui a été pas mal posée aussi, euh, sur le fait d'endurer. Alors vous en parlez dans le livre, les sélections qui sont quand même extrêmes, hein, qui font partie des plus dures au monde pour entrer dans les commandos marines. Et tout au long de votre vie, le fait de passer par des moments de stress intense, de risque de mourir, le fait de détacher de sa famille, en gros tous ces sacrifices, ces efforts. Et la question qui est très simple, vous la voyez arriver, qui est en gros comment on fait pour gérer un peu tout ça, ouais, pour traverser toutes ces épreuves. Question très simple, hein. Un homme, je pense, ma conviction personnelle, et le fruit de mes lectures, me fait me dire qu'un homme ne se bat jamais aussi bien que pour sa famille. Je pense qu'aujourd'hui, quand un homme se bat aujourd'hui sur le terrain, et nous, c'était notre cas, et de ce que je lis, c'est toujours la même chose dans les guerres du XXe siècle. Attention, dans les guerres du XXe siècle, on se bat pour son petit camarade qui est à côté. Quand, quand on est sur les rangs, qu'il fait beau, que ça se passe bien, on dit oui, bien sûr, on est là pour la France, pour la grandeur des armes de la France. Et c'est vrai, il n'y a pas de problème. Mais quand on restreint cet univers de l'armée à une tranchée avec une mitrailleuse allemande en affût à 100 mètres et qu'il faut sortir de la tranchée pour attaquer la mitrailleuse allemande, là, en fait, c'est pour ses petits camarades et c'est pour que notre famille qui est restée derrière la ligne, en fait, ne tombe pas sous le coup des Allemands. Donc, c'est vraiment quelque chose de très, très presque charnel. Et ça, je le vois dans tous les groupes que j'ai pu fréquenter. À chaque fois, les mecs se battent pour leurs petits copains, pour leurs copains à droite, leurs copains à gauche. Celui qui sera avec eux au feu, en fait, il y a une relation de confiance qui est extrêmement forte, une relation presque féodale, hein, d'homme à homme, de parole donnée, où on va se battre pour son petit co. C'est pour lui qu'on se bat, en fait, pour pas que lui meure. Et lui, il fera la même chose pour moi. Et donc ça, c'est un truc qui est hyper fort dans les armées, et je pense que c'est ce qui structure, en tout cas, les petits groupes dans les forces spéciales. C'est vraiment cette unicité-là. Moi, je le vois, les groupes, les mecs deviennent hyper proches, quoi. Enfin, ça devient, c'est des liens qui sont presque de l'ordre familial, d'où ma métaphore au début pour dire que l'homme ne se bat bien vraiment que pour sa famille.
Et ça, je pense que dans les grands conflits du XXe, typiquement la Première Guerre mondiale, qui était une absolue boucherie, euh, on a eu un vrai choc à ce sujet-là, puisque on est passé de conflits où en fait on affrontait des gens sur un champ de bataille bien déterminé jusque-là, encore que les batailles napoléoniennes, c'était aussi particulier. Encore avant ça, on va dire, au Moyen Âge en France, c'était des batailles qui étaient très circonscrites dans le temps et dans l'espace. On est arrivé à la Première Guerre mondiale, qui était un absolu traumatisme pour toute l'Europe, où là, en fait, le lien qu'on a avec son petit camarade à droite à gauche, euh, en fait, il est rapidement dilué par la technologie des bombes, par la technologie de l'artillerie derrière, et ça l'entame vachement. Donc c'est pour ça que je pense que quand je dis parfois, j'ai expliqué dans une autre interview que l'armée reste un sanctuaire de valeurs. Je pense que c'est vrai, et je pense qu'on a gardé néanmoins ces valeurs-là de fraternité, de camaraderie dans toutes nos petites unités. On le retrouve au niveau de nos petites unités. C'est quelque chose qui est encore vivace. Hmm. Est-ce que je réponds correctement à la question? Bien sûr, bien sûr. Voilà. Est-ce que ça, vous le retrouvez aussi chez, alors, avec votre expérience, mais qui est plus grande que celle d'un militaire lambda, dans les armées, dans d'autres armées, par exemple avec les Américains, que vous en Ouais. parlez dans le livre. Complètement. C'est un truc qui est hyper fort. Hmm. Hyper fort. Bah, les... Il y a des tatouages. Il y a des mecs qui ont des tatouages de groupe. Hmm. Des tatouages de groupe. Même pas d'unité. Des SEALs qui n'ont pas forcément un signe. L'emblème des SEALs, c'est une grenouille en squelette. Certains, dans leur groupe, donc c'est des groupes à 15, ils ont leur propre insigne et ils se le tatouent. Hmm. C'est dire l'importance du groupe. Quand on se tatoue un truc, enfin, je veux dire, c'est pas un acte innocent, quoi. On se le tatoue, c'est à vie. Enfin, on sait très bien que ça va être compliqué de l'enlever et c'est un truc qui a vraiment de la valeur à nos yeux. Enfin, les tatouages, c'est pas des trucs qui sont innocents, quoi. Les mecs, quand on se le tatoue, bon, il y a toujours le tatouage que les mecs ont fait bourré en soirée, bon, ça c'est autre chose. Mais les tatouages où vraiment on y a mis de l'affection, notre cœur, notre intellect, bah, en fait, là, c'est des tatouages qui ont une représentativité un peu particulière. Les mecs qui mettent voilà, leurs femmes, leurs enfants, leurs croyances, leurs machins, quand on met un tatouage sur son groupe, mais putain, ça veut dire quelque chose, en fait. Hmm. Il y a vraiment un truc, quoi. Et ça, on le trouve, mais après, on le trouve partout, hein, dans toutes les armées. Dès qu'il y a des petits groupes avec une identité forte, parce que les mecs, ils passent leur temps ensemble, leur vie ensemble, et ils sont éprouvés dans le creuset torride de la bataille, mais c'est des liens qui sont hyper forts. Hmm. Ça vous manque pas, ça? Si, complètement. Complètement. Hmm. C'est très difficile de me dire que j'aurais plus ça. C'est Mike Echo qui est passé, alors, qui a pas le parcours que vous avez eu, mais parlait de ça aussi, le fait que ce qui lui manque dans le milieu civil aujourd'hui, c'est ça, c'est qu'il a un peu du mal à vivre sa vie de civil au travail en se disant que c'est pas le même environnement de travail, c'est pas les mêmes relations sociales, c'est particulier. Vous avez fait le choix de quitter l'institution euh, et de vous lancer en tant qu'auteur, donc aussi en tant qu'entrepreneur, je suppose. C'est quoi vos projets aujourd'hui c'est quoi votre après, votre nouvelle carrière en fait? Pour l'instant, je vais faire un petit peu d'artisanat pour commencer. Après, on a d'autres projets en plus du livre, mais qui sont en cours de maturation et pour lesquels je préfère pas m'exprimer. Parce que du coup, C'est trop tôt. ouais, c'est un petit peu tôt, mais on a d'autres trucs dans notre hôte qu'on va bientôt déployer. Mais c'est des trucs qui sont très excitants. Il y a un projet média et on a d'autres projets qui sont d'ordre ouais, sociaux, quoi, enfin sociopolitiques. Enfin, je vais pas monter un parti, je vais pas monter un institut. Enfin voilà, je veux pas que les gens pensent ça parce que dès que je commence à dire politique, les gens ils pensent je vais me présenter au régional, machin, non, non, c'est pas du tout le cas. Euh, voilà, donc ça, je veux juste que ce soit clair dans l'esprit des gens. Par contre, c'est encore un autre truc. Bon, c'est un peu inédit, mais
Mais après tout, faut un peu de panache dans cette vie. Qui ose gagne, mais c'est pas la même unité. Exactement. Exactement. Euh, Qu'est-ce que vous pensez Il y a beaucoup de militaires, quand ils quittent l'armée, qui partent sur des secteurs qui sont quand même relativement liés, notamment dans la sécurité. On va bientôt avoir dans le podcast un entrepreneur qui s'est lancé là-dedans, qui pourra en parler encore plus en détail. Il y a aussi beaucoup de gens qui se lancent dans des stages. Il y a un cas connu de Marius, ancien commando marine aussi, qui a créé une activité entrepreneuriale autour de ça. On le voit beaucoup sur Instagram. Des gens qui se lancent dans des formations pour préparer les concours, préparer les stages commando. C'est quoi votre avis sur tout ça? Moi, je trouve ça très bien. Je trouve ça très bien. Les mecs, ils ont acquis un savoir-faire. Ils le mettent au service de la société. Je trouve ça très bien. J'ai eu contact avec Joanne Lara, qui fait du super boulot avec la formation de policiers. Les gens ont besoin. Enfin, s'ils peuvent distribuer leur expérience au sein de la société, je trouve ça très bien. Je trouve ça très bien. En plus, c'est des gens qui ont l'esprit d'entrepreneuriat et je trouve ça génial. Enfin, moi, je suis complètement pour. Hein. Je suis complètement pour. Hein. Est-ce que vous pensez que les forces spéciales, c'est une bonne école pour devenir entrepreneur ensuite, pour se lancer là-dedans? C'est l'amiral Isnard, je crois, euh, justement, qui parlait de la reconversion des forces spéciales et pour amplifier le fait que les forces spéciales sont généralement des mecs qui sont plutôt professionnels et assez débrouillards. Il disait quand on sort des forces spéciales, on réussit forcément ce qu'on fait. Hmm. Bon, alors, ça ne veut pas dire qu'on réussit du premier coup, ça ne veut pas dire que voilà, mais on est suffisamment résilient, on est suffisamment inventif, on est suffisamment combatif pour généralement affronter l'aventure entrepreneuriale assez sereinement. Pour terminer cet échange, la question que je pose à tous nos invités, c'est quel est le conseil que vous donneriez à un jeune militaire qui est pourquoi pas déjà dans l'institution ou qui aimerait s'engager et qui aimerait suivre le parcours que vous avez suivi vous dans les commandos marines, dans les forces spéciales, dans une unité d'élite? Euh, alors le premier truc, va être très trivial, euh, il faut être bon de course à pied, déjà. Que ce soit au CPA10, 13e RDP, première PIMA, même le 4e RHFS, bon, il faut déjà être pilote, mais c'est autre chose. Les commandos marines, à chaque fois, c'est un dénominateur commun. Si vous ne pouvez pas courir, c'est même pas la peine de se présenter. Donc déjà, ça. Course à pied. Euh, Moi, j'aurais tendance à dire peut-être faire un sport de contact. Un sport de contact, je trouve que c'est un bon apprentissage. Que ce soit du judo, du rugby, de la boxe, même du handball. Hein, voilà, je trouve que c'est des bonnes écoles de vie. Euh, le troisième, et plus spécifiquement, donc ça c'est pour les commandos marines, j'aurais tendance à dire une bonne aquaticité. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut être champion du 100 mètres nage libre orientation. Ça ne veut pas dire qu'il faut être comme Guillaume Néry, l'apnéiste qui descend à 50 mètres en pleine mer. Non, il faut juste être capable de garder ses moyens sous l'eau euh, et donc d'affronter un petit peu cet inconnu qui est l'eau froide et l'eau obscure, qui est une difficulté pour tout le monde. Hein. Il n'y a personne qui est à l'aise là-dedans, mais déjà d'avoir une certaine sensibilisation à ça, donc que ce soit nager en mer ou faire de la piscine avec un petit peu d'apnée régulièrement, se mettre en difficulté sous l'eau, ça, c'est des trucs qui sont très favorables pour entrer chez les commandos marines. Et enfin, j'aurais tendance à dire, il faut être résilient, ce qui veut dire qu'il faut être résolu à faire un sacrifice pour rentrer. Il faut choisir son sacrifice. Ça, c'est un petit peu mon cheval de bataille. C'est de dire, donc, pour tout ce qui est physique, on en a parlé, mais après, il y a tout ce qui est d'ordre mental et moral. Pour moi, c'est hyper important. C'est de dire, en fait, quand on rentre dans ces unités-là, on fait un sacrifice. C'est-à-dire qu'on choisit volontairement de venir sacrifier un petit morceau de soi dans le stage co. Et on y laisse toujours un morceau de nous qu'on choisit de brûler, un peu comme une deuxième peau qu'on va être obligé de brûler, qui est désagréable, mais ce sera pour le mieux.
ce sera pour s'améliorer, pour devenir meilleur. Donc, il faut avoir cette volonté faut se dire, OK, qu'est-ce que je suis prêt à sacrifier? Est-ce que je suis prêt à aller courir la nuit quand il neige en short dehors? Est-ce que je suis prêt à sacrifier mon confort pour ça? Est-ce que je suis prêt à sacrifier 1 heure de sommeil tous les matins euh, pour, euh, pour aller courir, aller faire un peu plus de renfort musculaire, aller faire une rando tout seul? Est-ce que je suis prêt à faire ces petits sacrifices-là qui, mis bout à bout, vont faire de moi un homme suffisamment résilient pour présenter le stage co et me présenter au stage co en disant, voilà, j'ai fait mes sacrifices, je vais vous le prouver. Je vais vous prouver que j'ai fait ces sacrifices-là. Parce que je serai plus fort physiquement, je serai plus fort mentalement, j'aurais pris des douches froides pendant 2 mois, donc j'aurais fait le sacrifice de l'eau chaude. J'aurais dit, OK, je sacrifie l'eau chaude, c'est le morceau de moi que je l'abandonne. J'aime bien ma douche chaude, j'aime bien, voilà, c'est vrai que c'est sympa, hein, on rentre du boulot, petite douche chaude, ou après le sport, c'est sympa. Bah non, là, c'est douche froide. Oh putain, faut que je sacrifie ça. Si je suis d'accord avec ce sacrifice-là, quand on arrive au stage co, qu'on a fait que des douches froides pendant 2 mois, on ne l'aborde pas du tout de la même manière que si qu'on a pris que des douches chaudes pendant 2 mois avant et qu'on est dans une espèce de confort. Et on le verra au stage co. Ça ressortira en fait. Tous ces sacrifices, tous ces petits morceaux de bois qu'on brûlait, qu'on a laissé de côté, là, duquel on s'est défait, on les laissera au stage co. Tout le monde verra que vous avez laissé au stage co parce que vous aurez un béret vert sur la tête. Ça prouvera que vous avez été capable de faire ces petits sacrifices-là, qui auront abouti à un grand sacrifice dans l'obtention de votre béret vert. Est-ce que c'est pas ça le processus pour atteindre ce niveau de maturité dont vous parliez au tout début? Est-ce que c'est pas ça? Est-ce que c'est le fait d'être capable de faire des sacrifices? Le niveau, c'est ça. Le niveau de maturité que l'on atteint dans les commandos, il est pas très élevé. En vrai, il n'est pas très élevé. En fait, il correspond à celui d'un homme responsable. Responsable, qui est capable d'être un homme responsable. Responsable, ça veut dire, ça vient du latin respondere, ça veut dire répondre de. C'est-à-dire que quand je suis un homme responsable, ça veut dire que je suis un homme qui déjà, pour commencer, est capable de répondre de lui-même. Donc, c'est-à-dire que je suis capable de dire, voilà, telle chose, je ne l'ai pas réussi, c'est ma faute, c'est ma responsabilité à moi. Ça, c'est hyper dur à dire. Hyper dur. Premier truc qu'on a envie de faire, c'est la passe à l'aile, la patate chaude. Oui, mais j'étais fatigué. Oui, mais j'ai mal dormi. J'avais une ampoule. C'est pas ma faute, c'est lui. Il n'était pas à l'heure. Non, 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 non. Ça marche pas. Ça marche pas. On prend sa responsabilité. Quand, dans l'opération dont j'ai parlé, mon opérateur, il a pris en compte la rue. En fait, quand je lui ai désigné au briefing la rue, je lui ai dit, en substance, cette rue, c'est ta putain de responsabilité. Tu la prends à 100% ou je te veux pas dans le groupe, je te veux pas dans l'opération. Je l'ai pas dit comme ça, mais c'est exactement ce qu'il a compris, c'est exactement ce que j'ai compris. C'était de dire, OK, cette rue, elle est à moi. C'est ma rue. Tout ce qui va arriver dans cette rue pourra avoir un impact majeur sur la réussite de la mission, sur la survie de mes camarades. Donc, si je ne garde pas cette rue en sécurité, à ce moment-là, tout risque de péricliter parce que je n'ai pas gardé ma responsabilité. Parce que je n'ai pas pu répondre de la charge qu'on m'avait donnée. Ça, c'est l'aboutissement, c'est la quintessence. C'est la quintessence du truc. Mais en réalité, ça commence tout petit. Et c'est ça que j'adore dans l'armée. C'est qu'en fait, l'armée vous donne cette possibilité de prendre tes responsabilités et ça commence tout petit. Premier truc qu'on fait dans l'armée, premier truc, c'est-à-dire que quand on arrive du civil, on nous tend la tête, quelle est la première responsabilité de merde qu'on nous donne? Faire son putain de lit. Et je trouve que ce truc est absolument génial. Pourquoi? Parce que quand on arrive du civil, on ne sait rien faire. Tout du moins, on ne sait pas faire la chose militaire, puisque sinon on serait déjà militaire. En revanche, faire son lit, tout le monde sait le faire. Tout le monde sait le faire. On nous montre une fois, 2 fois. Ok, c'est bon, j'ai compris. Les plis, le lit au carré, les draps, le machin, l'oreiller, ok, très bien. Et ça, tout le monde sait le faire. Et si déjà j'arrive à mettre de l'ordre dans ce lit-là, en fait, déjà je mets de l'ordre dans un truc hyper intime, dans un truc qui est à moi, quoi, presque. Le lit, c'est là où je passe un tiers de ma vie. Donc c'est une partie de moi, en fait. En fait, c'est la projection, c'est la projection d'une partie de moi. Et donc, si je mets de l'ordre là-dedans, en fait, c'est un espèce de tremplin que l'armée nous offre en nous disant, regarde,
tu peux mettre de l'ordre dans ta vie. Et Dieu sait qu'on en a besoin. On a tous des vies de merde. On a tous des vies compliquées, avec des problèmes de famille, voilà, avec des drames, des trahisons. On a tous ça, inévitablement. Même si on est Jeff Bezos, même si on est Bill Gates, on a tous ça. Le fait de nous montrer que si on prend le temps et qu'on met de l'ordre dans un petit truc à nous, déjà, on est capable, on va se prouver à nous-mêmes qu'on peut prendre une petite responsabilité. Et ce truc-là, c'est la première marche pour devenir un homme responsable. Parce qu'on va faire le lit, l'instant suivant, on va commencer à faire la chambre, l'instant suivant, on va ranger son armoire. Et là, j'ai eu l'occasion de discuter avec des anciens qui ont fait 30 ans d'armée. Les mecs, ils font encore le lit le matin quand ils se lèvent. Et ils disent, ça fait partie de mon équilibre, ça fait partie de ma base arrière. C'est ce qui fait qu'en fait, quand je sors dans le monde, au moins, je sais que chez moi, c'est rangé, c'est propre. Et je peux affronter le reste du monde. C'est-à-dire que c'est déjà beaucoup d'avoir déjà un chez-soi qui est en ordre, où on sait où sont les choses, où on a à peu près un semblant d'ordre, où on sait où trouver les choses. C'est déjà hyper important pour pouvoir affronter le reste de la vie. Et putain, il y en a des problèmes. Enfin, dès qu'on passe la porte, on affronte des problèmes. Donc si déjà on n'a pas, nous, notre intérieur, qui est donc ce symbole que j'aime beaucoup, qui est son lit, qui est fait, qui est en ordre, et putain, comment est-ce qu'on va affronter la guerre, quoi. Et donc ça, c'est un truc qui se fait petit à petit. Et on le voit hein, dans l'armée, petit à petit, on monte, on avance, on fait des stages, on progresse, on avance. Et alors ça, c'est un truc, juste une petite anecdote, je sais pas combien de temps il nous reste. Ah oui, Mais, on a le temps. ouais, mais en fait, il y a en sociologie, il y a ce qu'on appelle les prédicateurs sociaux. Un prédicateur social, c'est un élément qu'on va essayer de relever chez vous grâce à une batterie d'examens pour essayer de prédire vos capacités dans le futur, vos capacités sociales, vos capacités professionnelles, etc. Le meilleur prédicateur social qui existe en sociologie, c'est le QI, le test de QI. En fonction du résultat de votre test de QI, on peut prédire à peu près quels métiers vous seront accessibles, quels métiers ne vous seront pas accessibles. Il y a plein de tests. Hein. Il y a des tests de personnalité, le test océan, les machins, etc. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont noté que dans les profils qui passaient ces tests de QI, lorsque certains commençaient à prendre des responsabilités, que ce soit responsabilité de famille, responsabilité de leur femme, des enfants, ou dans une association, un club de foot, ou dans leur métier, ils étaient au McDo, ils devenaient manager du McDo, etc. Plus ils prenaient des responsabilités, plus ils engageaient une pente sociale, comment dire, professionnelle et sociale, qui sortait de la courbe. C'est qu'en fait, la courbe de prédiction, elle devenait complètement désuète si le mec il commençait à prendre ses responsabilités. Ce qui veut dire que quand on commence à prendre ses responsabilités, on ne sait pas où on peut finir. Personne n'est capable de le prédire. Plus vous en prenez, plus vous pouvez en manger. Et plus vous pouvez en manger, et moins on sait où est-ce que vous allez terminer. Et ça, moi, je peux le dire. Hein, moi, je suis ce cas-là, hein, puisque moi, j'ai eu mon bac ric-rac. Je n'étais pas du tout scolaire. C'était très difficile pour moi parce que j'étais dans une classe où les gens étaient très bons. J'étais avec des gens qui sont restés mes amis, mais qui avaient des profils scolaires hyper studieux, des gens qui ont fini docteur, qui ont fini. Et moi, j'étais l'espèce de brebis galeuse. Bon, j'exagère un peu, mais c'était un peu ça, quoi. Et donc, j'ai à peine mon bac. Et derrière, donc par un processus finalement assez anodin, que je décris dans le livre, donc je rentre dans l'armée de l'air. On m'offre des opportunités incroyables que je prends. C'est pas facile, c'est-à-dire qu'on m'apprend petit à petit à prendre mes responsabilités en fonction de ce que je fais. Et je finir par rentrer dans la marine, rentrer chez les commandos marines, finir chef de groupe, finir officier dans les forces spéciales. Mais en fait, quand je m'arrête un instant et que je me compare, non pas aux autres comme on a envie de le faire, hein, à se dire ah bah lui il a réussi mieux que moi, il est docteur, un machin, ça, mais je me compare moi à ce que j'étais quand j'avais 14 ans et que j'étais en difficulté à l'école, en difficulté scolaire. En fait, je pense que la personne que je suis aujourd'hui, si elle devait aller dans le passé voir le garçon de 14 ans qui ne pensait qu'à faire du sport et à jouer aux jeux vidéo, pour lui dire tu vas faire des trucs incroyables, tu vas t'éclater, je pense que le moi de 14 ans n'y aurait jamais cru. Jamais. Mais vraiment. Hein. Enfin, je dis pas ça pour appuyer mon propos, mais c'est vraiment ce que je ressens. Donc, du coup, j'invite vraiment les gens, donc qu'ils soient militaires, mais même pas militaires, enfin, tout le monde, enfin, les gens en général,
à prendre le plus de responsabilités possible pour vraiment éprouver ce sens de responsabilité parce que ça va inévitablement vous mener à l'échec. Et ça, c'est une très, très, très bonne chose parce que ça veut dire que vous devez surmonter votre peur de l'échec, qui est une peur qui paralyse plus de monde qu'on ne le croit, la peur de l'échec. C'est-à-dire que l'attrait de la réussite est plus faible que la peur de l'échec qui est monumentale pour certains, pour beaucoup d'ailleurs. D'une part, donc on surmonte cette peur de l'échec et en plus, vous allez gagner des trucs que vous ne pouvez pas imaginer. C'est-à-dire que si vous montrez que vous êtes un mec responsable, en fait, vous allez avoir des gens spontanément qui vont venir toquer à votre porte et qui vont vous dire « J'ai vu que tu as fait ça, eh ben moi je te propose ça, moi je veux que tu sois dans mon équipe, je pense que tu peux aller plus loin, machin. » Vous allez avoir un nombre de portes qui vont s'ouvrir que vous ne soupçonnez pas. Alors ça coûte, hein. Ça coûte ce sacrifice dont je parlais. Hein. Toutes les responsabilités coûtent des sacrifices. Mais le tout, c'est de ne pas se laisser faire. C'est-à-dire de ne pas se dire, OK, je ne prends pas de décision, je laisse vivre. Je me cantonne de ma petite vie du quotidien, on verra bien. Les gens qui pensent que l'opportunité se prendra un jour se fourvoient, se mettent le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Les choses ne viennent pas comme ça. Il faut d'abord avoir un objectif. Inévitablement, il faut avoir un objectif dans la vie. C'est quelque chose qui est presque de l'ordre de biologique. Vous devez avoir un objectif. Parce que si vous avez un objectif, vous allez avoir déjà un univers que vous pouvez déjà maîtriser. C'est-à-dire que vous allez mettre en œuvre, grâce à votre objectif, en déroulant la chaussette à l'arrière, vont mettre en œuvre une série d'objectifs que vous devez remplir pour arriver à votre objectif final. Donc déjà ça, c'est très bien. Peut-être que votre objectif ne sera pas le même au début qu'à la fin. C'est-à-dire que vous allez commencer, vous allez passer votre objectif, vous dire, je vais rectifier. Mais au moins, vous rectifierez. C'est-à-dire que vous allez partir de quelque chose, vous allez aller vers quelque chose d'autre pour adapter votre truc en vous disant, c'est plutôt ça, etc. Donc ça, c'est très précieux. C'est extrêmement précieux. Parce qu'il n'y a rien de pire pour un homme que de ne pas avoir d'objectif. Les humains, ils ont un problème avec ça, avec la capacité d'avoir des objectifs. C'est pour ça que je dis que c'était quasiment biologique. Vous êtes capable de viser. La visée d'un homme, c'est ce qui distingue en partie l'homo sapiens des autres animaux. L'être humain a une capacité à lancer des objets, à viser qui est hyper forte, bien supérieure à n'importe quel chimpanzé. Un chimpanzé, vous les verrez jeter des trucs parfois, mais il vise hyper mal. Hyper mal. Alors qu'un être humain, vous prenez une balle de tennis, avec une raquette, il est capable de vous la mettre sur une bande blanche. Il est capable de viser. D'ailleurs, la plupart des jeux qui nous enthousiasment vraiment, il y a un truc à viser, il y a un objectif à viser. C'est-à-dire que quand il faut mettre le ballon dans un panier basket, quand il faut mettre le ballon dans des cages, c'est pas un hasard en fait. Il y a des archétypes, il y a des trucs qui sont inscrits profondément en nous qui font qu'on a besoin de viser un truc. Et qu'on est fan de voir des mecs réussir à mettre leur objectif là où ils voulaient le mettre. On adore ça. Parce que le mec, il aplatisse un ballon de rugby derrière la ligne, on est comme des fous. Alors que c'est débile. Enfin, c'est absolument absurde. Mais ça se recroise. Tous les sports ressemblent à ça. Tous les sports ont un objectif comme ça. Donc du coup, on a ce truc-là. On sait viser, on aime ça. Non seulement ça, mais en plus, on a des prédispositions, je pense, biologiques. En tir, moi, je fais un exercice qui est très intéressant. Quand vous pointez du doigt, vous avez la capacité à pointer exactement votre objet sans le viser avec les yeux. Vous pourrez faire l'exercice un jour. Moi, ce que je fais en instruction de tir, c'est que quand on prend un arme de poing, on met le doigt le long du canon et je pointe sur un objet. Et ensuite, quand j'aligne mes yeux avec les organes de tir de mon canon que je ne sais pas bouger, il se trouve que le canon tombe pile poil sur ce que je visais. Alors que je n'ai pas mis mes yeux dans l'axe de mon canon initialement. Donc ça, c'est une capacité qu'on a qu'on n'arrive pas à expliquer. Hein. C'est pas explicable pour l'instant. Les histoires de proprioception, de trucs, on n'arrive pas à expliquer. On a une capacité à viser qui est juste incroyable. Et je pense même que c'est inscrit très profondément en nous, puisqu'il y a une notion symbolique dans le christianisme. On parle de péché. Le péché, c'est le truc qui est mal. L'étymologie du mot péché, c'est une étymologie grecque qui signifie manquer sa cible. Et je pense que si ce mot a été utilisé précisément, c'est qu'il a une symbologie bien plus profonde que ce qu'on ne le pense. Et c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, un mec doit systématiquement, enfin, quand on parle des gens qui veulent faire des sports spéciales, etc., je pense que c'est extrêmement sain de se donner ça comme objectif. Quitte à le changer en cours de chemin, c'est pas grave. Au moins, vous vous donnez un objectif. Et n'ayez pas peur, parce que quand on se donne un objectif, on
en même temps qu'on choisit l'objectif, on met en place les conditions de son succès. C'est-à-dire qu'on dit, bah voilà, moi, je sais pas, mon objectif, c'est de devenir champion de boxe de ma région. Bah, je sais qu'il faut que je batte telle personne, que j'arrive en finale et que je gagne la finale pour devenir champion. Donc déjà, on fixe les conditions de sa réussite. Mais le problème, et c'est là où est la clé qui nous pose tous à beaucoup une énorme difficulté, c'est qu'en même temps que je conçois les conditions de ma réussite, je conçois les conditions de mon échec. Et les conditions de son échec, c'est quelque chose qui paralyse énormément de gens. Le fait de dire « je risque de rater ». Moi, je me souviens, pendant mon stage co, à un moment, j'ai raté un obstacle. C'était un bout sur... on appelle ça le bout sur mer. Donc, c'est une corde tendue. Et là, c'était sur la cuve humide, donc une cuve pleine d'eau. Et on doit traverser en se déhalant allongé sur la corde. Donc, ça tire beaucoup sur les bras. C'est très physique. Et ça demande aussi de l'équilibre. Parce qu'il ne faut pas tomber de la corde. Voilà. Et je me souviens, je suis tombé de la corde à ce moment-là. C'était le moment où il ne fallait pas tomber. Donc moi, inévitablement, ma psychologie m'a joué des tours et j'étais jamais tombé, hein, jamais. J'en avais fait plein avant, mais il fallait que je tombe quand c'était au-dessus de l'eau. Donc forcément, je tombe à l'eau, je nage jusqu'au bord et je remonte l'échelle pour recommencer. Je me souviens encore de la sensation que j'ai eue quand je suis tombé à l'eau et que je me suis dit, si ça se trouve, cet échec va me coûter mon stage co. Si ça se trouve, je vais perdre. Je l'avais jamais envisagé avant. Avant, je n'essayais même pas d'imaginer comment ça serait si je ratais mon stage co. Il faudrait que je rentre chez moi, que j'explique à mes parents, que j'explique à ma famille, à mes amis que j'avais raté, en fait. Que j'avais fait échec. Je me souviens, j'avais jamais autant touché le fond d'une espèce de désespoir de ma vie qu'entre le moment où j'ai touché l'eau et le moment où je suis remonté pour représenter l'épreuve. Ce moment-là, ça a duré peut-être une minute 30. Et je me souviens avoir eu une espèce de noirceur extrêmement profonde qui s'est présentée à moi. Et cette noirceur, c'était l'échec de mon stage commando. C'était un truc que j'avais jamais expérimenté avant. Vraiment. Et depuis, je l'ai jamais expérimenté. C'était d'une noirceur tellement intense. Et je me suis rendu compte que c'était simplement la projection de mon esprit sur l'échec du stage commando. Ça m'a vraiment frappé d'un coup. Donc, c'est pour dire à quel point cette peur de l'échec est forte et peut paralyser les gens. Alors que, vous l'avez dit, qui ose gagne. Et ça, je peux le certifier. Je n'ai jamais de ma vie regretté d'avoir tenté quelque chose. Lorsque j'ai pris un risque, que j'ai tenté, je ne l'ai jamais regretté. Il y a des fois où j'ai raté, il y a des fois où j'ai perdu, mais ça n'arrive même pas à la cheville de toutes les fois où j'ai réussi et de toutes les fois où ça a marché. Vraiment, ça n'arrive même pas à la cheville. Et par contre, ça a été des moments parfois difficiles de se dire, je vais peut-être perdre. C'est vrai que l'échec, au final, fait moins mal en fait que la peur de l'échec. Ouais. Parce qu'au final, les répercussions sont plus graves de ne pas agir que de faire échec sur une action qu'on a choisie avec responsabilité, comme vous l'avez dit. C'est exactement ça. Les gens gagnent toujours à prendre le risque et à prendre un objectif, à se dire, OK, moi, je veux devenir astronaute, c'est parti. Et là, tout se met en ordre. Et en fait, au moins, on conçoit les choses autour d'un axiome. On conçoit, notre monde s'articule autour de quelque chose, alors qu'il n'y a rien de pire que pour un homme que de ne pas articuler son monde autour de quelque chose à viser. Il faut qu'on vise quelque chose, c'est inscrit en nous. C'est vraiment, je pense vraiment que c'est quelque chose qui est nécessaire pour l'homme, c'est d'avoir un objectif, d'avoir quelque chose vers quoi tendre. Si vous n'avez pas ça, putain, vous êtes dans la merde. Vraiment, je le crois. Hein. Ouais. Et c'est vraiment un endroit duquel il est très facile de se sortir, mais la plupart des gens ne le savent pas. Il faut juste prendre un objectif qui est à sa mesure, que ce soit faire son lit tous les matins. Ça, déjà, c'est énorme. Et si vous êtes capable de faire ça, au bout de 2 semaines, vous verrez, vous commencerez à ranger votre chambre. Et au bout d'un mois, vous allez commencer à rendre des coups de main, à filer des coups de main à la vieille dame qui est votre voisine, à l'aider pour ses courses, machin. Et là, vous allez voir, vous allez devenir un espèce de rouleau compresseur. Et plus vous en prenez, plus vous êtes capable d'en prendre.
Ça, pareil, pour moi, c'est vérifiable à chaque fois. À chaque fois. Plus vous en prenez, plus vous êtes capable d'en prendre. C'est vrai qu'on parle de trajectoire de vie. Les mots sont importants et ça a du sens. Ouais, absolument. C'est, ça me fait penser, il y a un livre qui a été écrit par Jocko Willink, je pense que vous connaissez, un Navy Ouais. Seals, qui écrit un livre qui s'appelle justement, en français ça a été traduit par Responsabilité absolue, en anglais je crois que c'est Extreme Ownership. Et le bouquin, c'est ça en fait. Il raconte ses opérations, notamment en Irak, et il fait des parallèles avec des conseils qu'il a pu donner à des chefs d'entreprise, des directeurs du marketing de boîtes comme Microsoft, etc. Et il fait des parallèles en disant voilà, tout est question de prendre ses responsabilités, de ne pas rejeter la faute sur son collaborateur ou sur le mec qui est en dessous de nous dans notre hiérarchie. Et c'est ce qui l'a amené à éviter de faire de grosses bavures pendant les opérations ou voilà, où il y a eu des conséquences assez dramatiques où là on lui disait ben, c'est la faute à qui et lui prenait sa responsabilité et c'est comme ça qu'il dénouait la situation et c'est vrai que c'est un truc qui revient beaucoup dans les FS, j'ai l'impression, Ouais. c'est ce sentiment, cette envie de prendre ses responsabilités mais de passer à l'action au final tout simplement. Et plus vous prenez responsabilité, en fait, c'est ça qui est incroyable. Donc, vous finissez par devenir un homme responsable. Sauf qu'imaginez déjà toute la force et la puissance que vous accumulez quand vous devenez un homme responsable. C'est un mec sur qui on peut compter. Un mec, on dit, OK, lui, on lui confie ça parce qu'on sait que ça va bien se passer. Déjà, ça, c'est. Enfin, imaginez la puissance que vous avez quand vous êtes à ce niveau-là. Mm. C'est pas rien, hein, c'est accessible à tout le monde. Hein, tout le monde peut y arriver. C'est fait de petites choses. Mais imaginez, attention, imaginez que maintenant, vous êtes tout un groupe de mecs comme ça. Et on peut dire, à chacun d'entre eux, on peut dire, lui, il assure. Quoi qu'il advienne, ce mec-là, il assure. Imaginez les choses que vous pouvez faire avec des mecs comme ça. Tout le groupe, chacun, vous dites, lui, c'est bon, il envoie. Non, mais c'est énormissime. Alors, ça veut pas dire qu'il n'y aura pas d'échec, mais ça veut dire que quand vous allez leur filer une mission, les mecs, ils vont tout mettre en œuvre. Mais même des trucs auxquels vous ne pensez pas pour réussir la mission. Non seulement ça, mais ils vont prendre la mission à cœur. La mission, ça veut dire leur mission. C'est même plus votre mission. Vous la distribuez, les mecs, c'est leur mission. Ils disent non, c'est bon, c'est ma mission. Ça veut dire ça, mais ça veut aussi dire, à contrario, que si on leur donne la mission, elle a intérêt à être bien logique. Et les mecs, ils n'hésiteront pas à dire non, mais attendez, là ce qu'on fait, ça n'a aucun sens. Là on passe par ici, par là, mais alors qu'en fait, en vrai, on devrait faire ci, on devrait faire ça. En fait, c'est ça qu'on devrait faire. C'est-à-dire que les mecs, c'est tellement leur mission qu'en fait, ils veulent qu'elle soit cohérente, ils veulent qu'il y ait une cohérence. Parce que qui ne veut pas avoir une mission cohérente? Enfin, je veux dire, c'est. Donc, sauf que les mecs sont capables de vous dire, de vous le dire, par exemple. Et ça, c'est un autre truc, quoi. C'est qu'ils sont capables de le mettre en mots et de dire non, 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 la mission là que vous avez présentée, il y a déjà des trucs qui vont pas. Donc, c'est-à-dire qu'ils font un espèce de feedback automatique et donc c'est hyper puissant. Hyper puissant et hyper précieux. Vous avez des mecs qui sont. Donc, non seulement vous leur filez la mission, mais ils sont capables de vous dire si la mission elle est calibrée pour eux ou pas. Donc, ça veut dire qu'ils sont capables d'anticiper leur échec et de dire bah, moi, j'ai pris des responsabilités toute ma vie. Moi, je suis, j'en sais rien, moi je suis shooter ops, j'ai 5000 sauts. Moi, je peux vous dire que votre saut là, on n'y arrivera jamais. Donc, ça veut dire que le mec, il a tellement pris sa responsabilité, il s'est tellement pris de gamelles en chute libre, il s'est tellement pris d'arbres à se planter à des endroits pas possibles, qu'il sait très bien que si vous lui confiez telle zone de saut, en fait, la mission elle va marcher à cause des vents, à cause aussi du relief, etc. Et donc, il va vous dire en amont, il va vous dire, moi, j'ai pris des responsabilités toute ma vie, j'ai fait ça, donc j'ai eu plein d'échecs. Je vous le dis, ça passera pas. Moi, je vous conseille plutôt de faire ci, de faire ça. Et là, c'est-à-dire que vous êtes en train de donner des trucs et enfin, il est capable de vous dire non, non, je vais faire échec si je fais ça en fait. Par contre, je vous propose encore autre chose. Mais putain, mais c'est du velours quoi. C'est génialissime. C'est génialissime quand vous en arrivez là. Sauf que voilà, ça veut dire que c'est des mecs qui jour après jour, c'est pas du jour au lendemain. On n'est pas comme ça. Hein. On n'est pas responsable. C'est qu'on prend des responsabilités au fur et à mesure. Vous avez une paire de gamins dans les pattes, je peux vous garantir, ça vous apprend à prendre des responsabilités. Enfin, tous les pères de famille savent ça. Quand vous commencez à prendre des responsabilités dans votre club de sport, vous commencez à. Enfin, les gens vous regardent, ils veulent que le match se passe bien, que les gens aient des maillots propres, que le stade soit bien éclairé. C'est votre responsabilité. Que les mecs soient bien entraînés, qu'ils mangent bien, enfin, c'est votre responsabilité.
Donc, du coup, ça, tout de suite, ça fait grandir, quoi. Mm. Quand on arrive dans une fonction différente et qu'on dit, bah, moi, j'ai été directeur d'un club de sport, déjà, c'est pas mal, quoi. Enfin, ça montre que le gars, il sait emmener une boutique, quoi. C'est précieux, hein. Et donc, quand vous avez un groupe de mecs comme ça, donc pour revenir à l'image du groupe de mecs responsables, si en plus, donc, vous générez une certaine confiance dans le groupe, ben là, vous avez tout gagné. Vous avez un groupe de mecs responsables qui sont capables de faire des missions incroyables parce qu'ils sont capables de vous dire ça, on est capable, ça, on n'est pas capable, enfin, à peu près. Qu'en plus, ils ont confiance en vous, vous avez confiance en eux, ils ont confiance en eux. Vous avez une espèce de relation hyper forte entre les mecs. Alors, c'est là où vous commencez à déplacer des montagnes. Vraiment, c'est absolument génial. C'est presque jouissif de pouvoir faire des missions comme ça. Ça fait partie de certaines missions que j'ai racontées dans le livre. Si on n'avait pas eu cette confiance permanente, les uns dans les autres, avec des mecs éprouvés, des mecs responsables, des mecs matures, je pense qu'on n'aurait pas pu faire certaines missions. Certaines missions auraient été des échecs. Je suis quasi certain. C'est de super conseils que vous partagez donc dans ce livre, que je montre en même temps sur l'audio, on ne verra pas le livre, mais que j'encourage tous nos auditeurs à lire, parce que encore une fois, ça se lit au final assez vite, je trouve. C'est très rythmé, c'est très, on est dans l'action. Parfois c'est même. Enfin, moi, je l'ai écrit comme ça. C'est pas de la littérature, c'est vraiment de l'aventure, de l'action. Ouais. C'est même très, parfois c'est même très cru quand vous racontez les détails. Ça fait un peu bizarre d'ailleurs des fois de se rendre compte. On lit le livre, on lit un récit de guerre. C'est vraiment un récit de guerre, quoi. Il y a des morts, il y a des blessés, et puis même au-delà de morts, il y a des gens qui sont même, parler des cadavres, de plein de trucs. C'est parfois un petit peu dur, je pense, pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude. Et en même temps, c'est très vrai. On sent qu'il n'y a pas une envie, comme dans des films hollywoodiens, à juste faire du spectaculaire, faire du spectaculaire. En fait, c'est la vraie vie, et même vous le voyez même avec désolement presque. Ça qui est aussi intéressant, c'est qu'on est vraiment à votre place. On se dit comment on aurait réagi, parce que justement vous dites comment vous avez réagi à ce moment-là. Et c'est vrai que c'est intéressant. C'est pas ce qu'on a l'habitude forcément de voir, même dans des films, etc. Donc je conseille cette lecture. Puis je renvoie les gens vers votre compte Instagram aussi, peut-être pour suivre l'actualité de ce qui arrivera prochainement. Je pense que c'est là où peut-être vous allez communiquer. Ouais. Alors, je monte doucement le compte. Il n'est pas encore bien à flot, mais je suis en train de me trouver un community manager là. Mais pour l'instant, c'est moi qui gère tout ça, effectivement. Ouais. D'accord. Bon, le message est passé. Il y aura peut-être des gens qui prendront la responsabilité de se lancer dans ce projet. Merci d'être intervenu sur le podcast et pour cet échange passionnant. Merci pour votre intérêt. Je suis très flatté de pouvoir parler sur votre podcast qui a reçu pas mal de bon monde déjà. Ouais, exact. Merci encore et à bientôt. Merci, au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu, partagez-le autour de vous et abonnez-vous au podcast pour ne pas rater les prochains. Défense Zone, c'est aussi un magazine en ligne et en papier disponible sur le site internet défense-zone.com. Rendez-vous en description pour plus d'informations et à très vite dans un prochain épisode.